Quelle est la langue la plus difficile au monde? La langue la plus impossible à comprendre, à parler ou à écrire? Est-ce qu'il existe une langue pareille pour commencer? Et comment faire pour déterminer laquelle est la plus difficile? La réponse est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pense, et si tu es en train de galérer avec une langue que tu trouves difficile, cette vidéo va sûrement t'intéresser. Si tu me connais pas encore, je suis Nicolas, j'ai 26 ans, je parle 4 langues, et cette année j'ai commencé à apprendre le japonais et le portugais. Si apprendre une langue t'intéresse, je t'ai préparé un petit guide PDF gratuit que tu peux trouver dans le premier lien en description, où je te présente 5 règles d'or qui te permettent de bien commencer l'apprentissage d'une langue. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter, les Lingo Anecdotes, dans le deuxième lien en description. Je t'y partage des conseils exclusifs sur l'apprentissage des langues, des anecdotes sur mon apprentissage et sur les langues et les cultures du monde. C'est 100% gratuit et tu peux te désabonner quand tu le souhaites. Alors quand on pense à la difficulté d'une langue, on pense souvent ok, l'italien, l'espagnol, le portugais, c'est des langues faciles, et le japonais, le chinois ou l'arabe sont des langues complètement inaccessibles, donc c'est forcément elles les plus difficiles. La réalité, c'est que dans l'absolu, tout ça n'a absolument aucun sens. C'est humain, mais on part du point de vue qu'on connaît nous, c'est-à-dire le français ou les langues latines. Il est évident qu'un japonais qui apprend le français va avoir beaucoup plus de mal à lire, par exemple, que s'il apprend le chinois. En fait, le japonais a emprunté les symboles chinois à l'écriture chinoise. Alors, il n'y a pas une correspondance parfaite entre les symboles, mais l'un peut lire la langue de l'autre et avoir une idée globale du sens, sans avoir étudié la langue. Un autre exemple, un russe qui apprend le bulgare va être beaucoup plus à l'aise que s'il apprend l'italien de zéro. On commence alors à toucher du doigt un concept clé dans l'apprentissage des langues. Il est important de considérer le point de départ, c'est-à-dire la langue ou les langues qu'on connaît bien, et la distance à parcourir, c'est-à-dire à quel point la langue qu'on veut apprendre est éloignée de ce qu'on connaît. Et tout ça est purement subjectif et change selon les personnes à travers le monde. Donc quand on parle d'éloignement de la langue, il existe 4 grands critères dont on peut parler, notamment la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et l'écriture de la langue. Mais il existe aussi un facteur de difficulté dont on ne parle pas très souvent et dont je te parle à la fin de la vidéo. Souvent quand on pense aux langues impossibles à apprendre, il nous vient à l'esprit en premier le chinois mandarin. Pourtant, c'est sûrement une des langues les moins difficiles au niveau de sa structure. Il n'y a pas de conjugaison, les verbes sont invariables, par exemple on va dire moi manger, toi manger, lui manger. Il n'y a pas d'accord en genre et en nombre, par exemple si on veut dire un livre, on n'a pas besoin de savoir si c'est un, une, le, la, en fait on dit juste livre et ça suffit. Et l'ordre des mots étant SVO. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sujet, puis le verbe, puis l'objet. Simplement c'est ce qu'on connaît nous en français. C'est je mange une pomme, par exemple. En chinois, pour dire je t'aime, on va simplement dire moi, aimer, toi. Voilà, c'est pas si compliqué en fait. Alors que le portugais, qui est quand même étymologiquement vraiment très proche du français, nous sommes d'accord, est quand même très complexe au niveau de la conjugaison. Le portugais a un subjonctif passé, un subjonctif présent et même un subjonctif futur. C'est-à-dire que même l'espagnol et l'italien n'ont pas osé aller jusque-là. Le japonais, par contre, a une grammaire vraiment déstabilisante. Déjà, il a une structure SOV, c'est-à-dire sujet, objet, verbe. Je crois que tu vois où ça va aller. En fait, c'est tout à l'envers par rapport à nous. On parle littéralement en maître Yoda. On ne va pas dire « je mange du pain », mais « moi, pain, manger ». Et en plus, il y a des particules qui se promènent dans la phrase qui veulent dire des choses différentes. Et plus la phrase est longue, plus il faut faire un effort pour donner sens à une phrase qui est en fait littéralement en miroir par rapport à nous. Ce qui est génial en fait, parce que quand tu parles japonais, personne peut te couper la parole. Et oui, parce que l'information importante est à la fin. Donc tout le monde qui t'écoute doit attendre patiemment, parce que chaque phrase est un suspense. Bon, je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais retiens simplement que la structure même d'une langue peut être soit très proche de ce qu'on connaît, soit très éloignée. Et c'est pas parce qu'une langue est éloignée géographiquement que sa structure est plus complexe ou plus éloignée de ce qu'on connaît. Et franchement, avec les langues latines, on est déjà bien servi. Elles sont vraiment complexes structurellement. On y est juste beaucoup plus habitué. Mais évidemment, la grammaire n'est pas le seul facteur d'éloignement qu'on peut rencontrer. Le vocabulaire compte aussi énormément. Et en fait, c'est probablement le plus important de tous les composants, parce que c'est avec le vocabulaire qu'on va transmettre du sens, un message. Au final, même si je dis « moi, pain, manger, vouloir », je parle comme Tarzan, mais je me suis fait plus comprendre que si j'avais dit avec une grammaire parfaite « je voudrais manger du » et là je bloque sur le mot pain. Ici c'est assez binaire, soit tu connais le mot, soit tu le connais pas.
Et si tu veux exprimer quelque chose de précis, il vaut mieux connaître le mot. Ou alors tu sais le dire avec d'autres mots. Tu fais une phrase un peu détournée. Mais ça implique quand même de savoir pas mal de vocabulaire. Parler avec une grammaire parfaite, une prononciation parfaite, mais ne pas connaître un mot précis qui porte le cœur du message, ça nous bloque quand même énormément pour la communication. Et l'inverse marche aussi. Si on comprend la structure globale d'une phrase, mais qu'on ne comprend pas le mot principal de la phrase, on peut passer complètement à côté de ce qu'on nous dit. Donc ici, avec le français, on a un vrai avantage avec les langues latines, qui partagent environ 70% du vocabulaire, voire plus. Donc ici, on a une barrière d'entrée qui est vraiment très faible et on a du vocabulaire gratuit sans avoir à étudier dès le début. Mais ça peut aussi constituer un gros piège. L'italien, l'espagnol, le portugais et même l'anglais ont beau être assez accessibles au début, plus on monte de niveau et plus il va falloir être précis pour justement ne pas se mélanger les pinceaux avec ce qu'on connaît. La grande difficulté ici, et je peux en parler parce que j'ai appris toutes ces langues, ce sont les interférences. Ça signifie les mélanges qu'on peut faire d'une langue à une autre. La plupart des mots sont tellement proches qu'on confond leur prononciation. Parfois, pour un mot, il y a juste 2 lettres de différence entre 2 langues. Donc là, c'est vraiment difficile de bien se rappeler lequel et dans quelle langue. Et parfois, ils se disent quasiment pareil, mais n'ont pas du tout la même signification. Un petit exemple pour rigoler un peu. Le mot subir en français ressemble au mot subir en espagnol. Sauf qu'en espagnol, ça veut dire monter. Ensuite, en italien, subire veut dire subir, comme en français. Mais pour dire monter en italien, il faut dire salire, qui ressemble à salir en français, donc ça n'a rien à voir. Alors qu'en espagnol, salir veut dire sortir. Donc bon là, on peut pas faire pire. Et des faux amis comme ça, pour des langues proches comme l'espagnol, le portugais, l'italien, même l'anglais et le français, il y en a des tonnes. À chaque progrès dans l'une de ces langues, vient s'ajouter un niveau de difficulté pour bien compartimenter les mots, le vocabulaire, les structures, les prononciations qui sont correctes dans une langue, mais pas dans l'autre. Et quand elles sont très similaires, je te garantis qu'il y a matière à se tromper souvent. Bon, même si la difficulté est réelle, ça reste quand même plus accessible, en tout cas au début, que des langues qui n'empruntent quasiment aucun mot à d'autres langues. Comme le chino-mandarin qui littéralement n'emprunte aucun mot à aucune autre langue. Même le japonais fait plus d'efforts et emprunte pas mal de mots à l'anglais ou à quelques autres langues européennes. Au final, chaque langue apporte son lot de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires, mais moins la langue a eu de contact avec l'extérieur et d'échange de vocabulaire, plus la barrière d'entrée va être grande. C'est un vrai point important parce que, comme je l'ai dit, le vocabulaire va vraiment transmettre le message brut. La grammaire vient affiner, éviter les confusions et rendre le discours plus clair. Mais une maison sans briques ne peut pas tenir debout, même avec le meilleur ciment du monde. Donc le vocabulaire est un gros morceau. Et justement pour le mémoriser et le fixer dans sa mémoire et le réutiliser ensuite, il est extrêmement utile de passer par le langage écrit. Bon alors là, c'est généralement ce qui impressionne le plus parce que c'est le plus visuel et le plus direct. Quand on voit du japonais, du chinois, de l'arabe, du thaï ou même du géorgien par exemple, beaucoup voient ça et ont juste envie d'abandonner dès le début. Et c'est vraiment dommage parce que c'est plus une barrière psychologique qu'une vraie impossibilité de compréhension. Des langues écrites en alphabet latin comme le turc, le hongrois ou le polonais par exemple sont considérées comme plus faciles par rapport aux langues asiatiques, mais en fait elles ont des grammaires à tomber par terre. Le début va paraître plus facile, mais une fois qu'on augmente en niveau, on va vite se rendre compte de la complexité. Donc effectivement, l'alphabet latin est un avantage au début, mais attention à ne pas trop prendre en confiance non plus. Évidemment, il est certain que pour nous Européens, voir un texte écrit en chinois ou en japonais impressionne énormément. Très sincèrement, je ne connais pas d'autres langues avec une plus grande complexité visuelle dans son écriture que le japonais ou le chinois. Il y a plus de 2000 caractères différents et le japonais s'amuse même à faire changer la prononciation d'un même symbole selon le mot, selon le contexte, selon la position dans la phrase. Pourquoi pas? Et justement, en parlant de prononciation, je ne l'avais pas encore mentionné, mais c'est pourtant le point le plus essentiel dans la communication directe entre humains. Si on maîtrise bien la structure de la langue, l'ordre des mots, les conjugaisons, les déclinaisons, si on a beaucoup de vocabulaire, et même qu'on sait écrire parfaitement tout ça, mais qu'on le prononce n'importe comment, on ne sera même pas capable de communiquer clairement en face à face avec un natif. Et au final, est-ce que ça serait pas l'objectif de la grande majorité des gens qui apprennent une langue? Pire encore, ne pas être à l'aise avec la prononciation va aussi t'empêcher de bien comprendre ce que les gens te disent. La reconnaissance d'un son qui était inconnu au départ et la capacité à le prononcer sont totalement liés. Et le fait de développer l'une des compétences va justement aider l'autre. J'ai parlé du piège avec l'alphabet latin. Ici, c'est le même problème, et c'est sûrement le plus embêtant, c'est qu'il faut tout revoir au niveau de la phonétique. Par exemple, en espagnol, si tu vois ce mot-là, on le prononce pas serajeria avec la prononciation française,
mais cerrajeria, avec le J qui est prononcé R et le double R qui est prononcé R. Et même l'accent sur le I qui montre qu'il y a une accentuation sur le I, c'est cerrajeria. En italien, s'il y a ce mot, par exemple, un espagnol pourrait le prononcer certo. Mais en fait, c'est pas comme ça, c'est certo. En plus, il comprendrait très bien parce que ça ressemble au mot cierto, qui veut dire la même chose en espagnol. Sauf qu'on le prononce certo, avec un ch, etc., etc. Donc pour des langues qui sont écrites avec l'alphabet latin, ça peut être écrit pareil que ce qu'on connaît, mais il faut tout réapprendre de la phonétique. En fait, il faut être clair sur les sons qui existent dans la langue et ceux qui n'existent pas, pour justement les ignorer totalement. En espagnol, par exemple, c'est même pas la peine de prononcer les sons « je » ou les sons « re » comme en français, parce qu'ils n'existent tout simplement pas. Et puis l'anglais, par exemple, il a une grammaire, un vocabulaire qui sont assez similaires au français, on va dire, mais sa prononciation... Mais quel bordel! Pour donner un ordre d'idée, en français, il y a 37 sons qui composent la langue, selon les accents régionaux. En anglais, il y en a 44 en tout, avec les consonnes, les voyelles et les diphtongues, donc ça en fait déjà un peu plus, mais surtout il n'y a aucune cohérence entre l'écriture et la prononciation de ces sons. Pour ne citer que, pourquoi on prononce weight et height alors qu'ils sont écrits quasiment pareil? Pourquoi il y a though, thought, through, throughout, thorough? Pourquoi on dit foot mais fool? Pourquoi on dit good mais goose? C'est écrit avec les deux O, c'est pareil en fait. Bon, des irrégularités comme ça, il y en a deux partout en anglais, c'est presque la règle de la langue en fait. Et en plus, les prononciations vont beaucoup changer entre les accents anglais à travers le monde, donc au moins comme ça c'est encore plus difficile. En fait, chaque langue a son panier de sons disponibles, avec parfois certains qui sont en commun avec d'autres langues. Donc ça c'est pratique. Ce qui veut dire qu'apprendre une nouvelle langue débloque l'accès à de nouveaux sons, qui facilitent l'apprentissage d'autres langues. L'arabe a des sons gutturaux qui sont peu communs pour nous, le chinois ou le vietnamien ont des tons qui changent complètement le sens d'un mot. Le japonais a un rythme très spécifique et des accents de hauteur, c'est-à-dire une syllabe qui va être plus grave ou plus aiguë, et ça peut changer le sens d'un mot aussi. Et puis la très grande majorité des langues dans le monde ont des syllabes toniques, c'est-à-dire qu'on va accentuer une syllabe dans un mot et ça va faire partie intégrante de la structure du mot. Ça peut même changer son sens si on change l'accentuation. C'est pas comme en français si par exemple on dit « je veux le faire » ou je veux le faire. Les mots ne changent pas littéralement de sens, ça va juste changer l'intention de la phrase. Alors qu'en anglais, par exemple, il y a I present you a present. Present et present sont deux mots différents, avec un sens différent, mais ils sont écrits pareil. L'un veut dire présenter ou même donner, et l'autre veut dire un cadeau. Et ce phénomène de syllabes accentuées qui peut changer le sens d'un mot est assez répandu en réalité. Mais comme en français ça n'existe pas, notre oreille a un mal fou à faire la différence. Et beaucoup de Français vont même jusqu'à en nier l'importance. D'ailleurs c'était un peu mon cas quand j'ai commencé l'espagnol. On me corrigeait souvent sur l'accentuation de mes syllabes en me disant non c'est vraiment pas le même mot, ça veut pas dire la même chose. Et moi je me disais mais non mais quand même ils exagèrent. Alors qu'en fait on peut littéralement dire un autre mot qui n'a pas de rapport ou même changer la conjugaison, la grammaire de la phrase. Et même si ça change pas vraiment le sens de la phrase, ça reste faux à l'oreille d'un natif. Comme si je disais lavoro au lieu de lavoro en italien. Parce qu'en plus les natifs sont tellement habitués à une intonation particulière qu'ils peuvent peut-être mal comprendre la phrase si l'intonation n'est pas placée aux endroits logiques auxquels ils s'y attendent. Alors que tu auras peut-être utilisé la bonne grammaire et le bon vocabulaire. Donc c'est quand même un peu frustrant. Alors par contre pour le fun, il existe une langue qui bat tout le monde, qui s'appelle le kro. Quelque chose comme ça. C'est une langue africaine qui est principalement parlée au Botswana et qui serait possiblement la langue avec le plus grand nombre de sons au monde. Alors les chercheurs sont pas tous d'accord, mais il y aurait au moins 87 consonnes, au moins 20 voyelles et 2 tons. Et parmi toutes ces consonnes, il y a même des clics. Alors pour que tu te rendes compte de ce que c'est, voici un petit extrait. Donc finalement, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de langue plus difficile qu'une autre en soi. Tout ce qu'on va mesurer, c'est à quel point la langue qu'on apprend n'est pas familière par rapport aux langues qu'on maîtrise. Et commencer une langue familière en se disant « tranquille, ça va être facile », risque de t'induire en erreur au long terme, comme on l'a vu justement avec les interférences. Mais à un niveau plus pratique, une difficulté qui, selon moi, va radicalement changer ton expérience d'apprentissage, c'est la disponibilité de la langue. Tout simplement, si la langue est difficilement trouvable sur internet et qu'il n'y a pas beaucoup de locuteurs natifs et qu'en plus ils sont difficilement accessibles, ça va être la galère. Très souvent, les langues qui tombent dans cette catégorie sont des langues indigènes ou bien des langues régionales qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. C'est vraiment passionnant d'apprendre une langue indigène ou régionale, mais s'il n'y a que très peu de ressources disponibles,
le challenge va être extrême. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile pour moi d'apprendre le japonais qu'une langue régionale en France qui serait très proche du français, mais où il n'y a personne qui la parle et je peux pas trouver de ressources sur internet. Je le répète tout le temps, mais à la base de l'apprentissage, il y a l'exposition. L'immersion dans la langue avec des contenus adaptés à ton niveau. Si les seuls contenus que tu as sont des petites phrases d'introduction basiques, de salutation, et 3 pauvres extraits de 5 minutes de natifs qui parlent à vitesse réelle, ça va être vraiment compliqué d'y aller progressivement et de garder en motivation. Mais en fait, ça ne s'applique pas qu'aux langues indigènes. Il va être assez complexe de trouver une grande quantité de contenu en letton, par exemple. C'est quand même la langue officielle de la Lettonie, c'est un pays à part entière de l'Europe, des gens le parlent tous les jours, mais ça reste quand même complexe parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de locuteurs à travers le monde, donc logiquement, il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet dans cette langue. On peut forcément toujours trouver des ressources, mais il y en aura beaucoup moins qu'en anglais, qu'en espagnol, qu'en japonais, etc. Et au final, avec tout ça, je ne suis pas non plus rentré dans les détails de la différence culturelle, car oui, même avec une langue similaire, voire la même langue, la façon de parler à quelqu'un peut vraiment changer selon les pays. Par exemple, l'espagnol est très proche du français, mais il y a plein de choses au Mexique qu'on ne peut pas dire comme nous on dit en français. On peut très bien connaître la grammaire, le vocabulaire, la prononciation. Peut-être qu'une phrase passera mal parce que c'est simplement pas comme ça qu'on le dit dans ce pays ou dans cette région. Et puis il y a aussi les différents dialectes d'une langue et ses variations. L'arabe par exemple n'est pas une seule langue, mais plutôt un réseau de nombreux dialectes répartis entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient avec une grammaire, du vocabulaire qui peuvent vraiment changer entre les dialectes. Bref, comme tu l'as compris, au final, la question amène toujours une réponse de plus en plus complexe et nuancée. Donc selon moi, pour résumer, il y a 3 facteurs cruciaux qui vont déterminer quelle est la langue la plus difficile au monde pour toi? La distance qu'elle a avec ta langue maternelle ou une langue que tu maîtrises déjà, si elle a une grammaire vraiment déstabilisante, une prononciation très différente et quasiment aucun vocabulaire en commun, sa disponibilité, et c'est d'ailleurs, je pense, un des facteurs les plus pénalisants. Même pour une langue très proche du français, comme le provençal, elle est vraiment très dure à étudier en contexte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, ni de locuteurs, et c'est encore pire pour des langues indigènes. Au final, malgré tous les obstacles et toutes les difficultés que tu peux rencontrer, la langue la plus difficile pour toi, à mon sens, est celle qui ne t'intéresse pas. Une langue considérée comme facile, mais avec laquelle tu ne te sens pas connecté, va être infiniment plus dur à apprendre qu'une langue considérée comme difficile, mais qui te passionne vraiment. Tu peux tout à fait ne faire aucun progrès en anglais ou en italien pendant des années parce que ça ne t'intéresse pas tout simplement, et vraiment bien avancer sur le japonais parce que la culture et le pays te fascinent. Donc l'aspect psychologique joue énormément. Peu importe les obstacles, c'est-à-dire la difficulté intrinsèque de la langue et sa disponibilité, si tu as une réelle motivation pour apprendre cette langue, franchement, tu vas aller loin. Le japonais par exemple paraît extrêmement difficile, mais avec une méthode intuitive et stimulante, je te garantis que tu peux vraiment réduire beaucoup d'obstacles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je te montre en direct mon processus pour t'immerger dans le japonais. Et ce, même si tu es débutant. Donc tu peux aller la voir si tu es intéressé. Je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire à ma newsletter Les Lingo Anecdotes si tu veux aller plus loin et en savoir plus sur les langues et leur apprentissage. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle langue est la plus difficile pour toi. N'oublie pas de t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!